Bonjour, mon nom est Roy Ajar, je suis externe en médecine à l'Université de Montréal et je vais vous parler aujourd'hui de la colite ulcéreuse, connue aussi sous le nom de rectocolite hémorragique. Il sera question dans ce podcast de l'épidémiologie de cette maladie, de ses possibles causes, de sa présentation clinique, des investigations nécessaires pour la diagnostiquer et la surveiller, et enfin des médicaments et procédures chirurgicales qui sont utilisés pour la traiter. La colite ulcéreuse est l'une des deux maladies inflammatoires de l'intestin, l'autre étant la maladie de Crohn. C'est une maladie caractérisée par des épisodes d'inflammation aiguë, séparés de périodes de rémission asymptomatique. Selon de récentes études, la colite ulcéreuse semble toucher entre 100 et 200 personnes sur 100 000 à l'échelle mondiale. On ne sait pas avec exactitude laquelle des deux maladies inflammatoires de l'intestin est la plus fréquente, puisque les statistiques varient grandement d'un pays à un autre. La colite ulcéreuse peut être diagnostiquée à n'importe quel âge. Toutefois, on la voit très souvent apparaître chez des adolescents ou des jeunes adultes ayant entre 15 et 30 ans. L'origine reste toujours inconnue. Certaines personnes suggèrent que c'est une réaction immune contre notre propre flore intestinale, d'autres accusent la diète ou même les gènes. En fait, plusieurs gènes ont été identifiés comme prédisposants à la maladie sans qu'un mode génétique de transmission exact soit décrit. La cause exacte reste malgré tout obscure. Si un de nos proches est atteint de colite ulcéreuse, notre propre risque de la développer est augmenté de 10 à 30 fois. Tout de même, beaucoup de diagnostics sont faits chez des patients sans aucun antécédent familial. Continuons avec le tableau clinique de la colite ulcéreuse qui consiste, comme son nom le dit, en une inflammation du côlon. Contrairement à la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse atteint seulement la couche muqueuse du côlon. Elle débute au rectum, comme une proctite, et monte graduellement pour atteindre le côlon en entier. Ainsi, si à la coloscopie on note une colite sans atteinte du rectum, il faut remettre en question le diagnostic de colite ulcéreuse. Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont des diarrhées, de la rectorragie, beaucoup plus fréquentes d'ailleurs que dans la maladie de Crohn, du ténesme, des crampes abdominales, de la fatigue, de la fièvre, une perte de poids et autres. Si le patient a une colite ulcéreuse légère ou qui vient de commencer et atteignant juste le rectum, il peut ne pas souffrir de diarrhée, mais puisqu'il a une proctite, il présentera très probablement des selles fréquentes formées en petite quantité, accompagnées de ténesme et de rectorragie. Des atteintes extradigestives peuvent également être vues chez certains patients. Parmi celles-ci, on compte l'arthrite, l'uvéite, l'épisclérite, l'érythème noueux, le pyoderma gangrenosum et la cholangite sclérosante primitive. Les atteintes périnéales et les masses inflammatoires abdominales qu'on voit souvent avec la maladie de Crohn ne sont pas présentes dans la colite ulcéreuse. Face à un tableau clinique typique de colite ulcéreuse, surtout si le patient est dans l'intervalle d'âge typique, des examens plus poussés doivent être faits. On fait donc des prises de sang et une coloscopie longue. La prise de sang doit inclure une formule sanguine complète pour objectiver la présence d'anémie ou une possible leucocytose, les électrolytes, les tests de fonction rénale, les enzymes hépatiques, la vitesse de sédimentation des érythrocytes et ou la protéine C réactive pour voir si une inflammation est présente. Un examen des selles peut aussi être utile pour exclure une cause infectieuse. La coloscopie est le test par excellence pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Dans la colite ulcéreuse, on observe une muqueuse colique friable, érythémateuse et ulcérée. Contrairement à la maladie de Crohn, l'inflammation de la colite ulcéreuse est continue à partir du rectum et peut toucher tout le côlon jusqu'à même atteindre une partie de l'iléon terminal dans les cas très sévères. Il faut noter également que même si par définition, seule la muqueuse est atteinte avec la colite ulcéreuse, toute l'épaisseur de la paroi digestive colique peut l'être avec une atteinte très sévère causant un mégacolon toxique par exemple. Continuons avec le traitement de cette maladie. Il faut d'abord ajuster les habitudes de vie. Le patient doit éliminer de sa diète tout ce qui l'irrite. Les aliments irritants varient d'un patient à un autre et incluent entre autres les épices, les fritures, les fibres, les produits laitiers ou même les aliments sucrés. On conseille bien sûr aux patients en plein épisode inflammatoire
de suivre une diète hyporésiduelle afin de soulager ou du moins ne pas aggraver les symptômes. Un fait intéressant à savoir est que le tabac semble aider au maintien de la colite ulcéreuse en rémission. Toutefois, ses conséquences néfastes pour le reste de l'organisme et le manque de données probantes ne justifient bien sûr pas son utilisation comme remède pour la maladie. Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, une controverse existe actuellement quant à l'algorithme de traitement qu'il faut adopter, soit commencer avec des médicaments plus agressifs et diminuer graduellement leur intensité, ou l'inverse. Au Québec et dans le reste du Canada, ce qui semble être généralement utilisé est la deuxième option. En gros, si l'inflammation est légère à modérée, on commence avec des 5-aminosalicylates tels que la sulfasalazine ou la mésalamine. Si ces médicaments ne font plus effet, une corticothérapie est utilisée temporairement pour éradiquer de façon agressive l'inflammation et est remplacée graduellement par un agent immunosuppresseur pour maintenir la maladie en rémission, tel que l'azatioprine, la cismercaptopurine ou le méthotrexate. Enfin, si tout ce qui précède ne fonctionne plus, on fait usage d'agents biologiques comme l'infliximab ou l'adalimumab, qui sont des anti-TNF donnés en injection intraveineuse ou sous-cutanée. Plusieurs combinaisons de ces médicaments peuvent être utilisées et les médecins en font usage en fonction des besoins de chaque patient. Des suppléments de fer, vitamine B12, calcium, vitamine D ou autres sont souvent donnés aussi pour prévenir des carences possibles. Si l'inflammation est réfractaire à tout traitement médical ou si des complications se développent, une prise en charge chirurgicale s'impose. Entre le tiers et la moitié des patients avec colite ulcéreuse vont avoir besoin éventuellement d'une chirurgie. Parmi les complications de colite ulcéreuse nécessitant une chirurgie, on retrouve l'hémorragie massive, la perforation colique, l'obstruction colique aiguë et l'inflammation réfractaire à tout traitement pharmaceutique. Une colite fulminante aiguë avec abdomen aigu, causée par exemple par la présence d'un mégacolon toxique, hémorragie massive ou perforation, est une condition dangereuse qui nécessite une résection du rectum, du reste du côlon et d'une stomie reliée à l'iléon, une procédure qu'on appelle proctocolectomie totale avec iléostomie. L'iléostomie peut être temporaire ou permanente. Dans le cas d'une chirurgie élective, suite à l'échec des traitements médicamenteux par exemple, ou lors de la présence de lésions précancéreuses ou dysplasiques causées par l'inflammation chronique, la procédure de choix est une colectomie totale avec réservoir iléal et anastomose iléo-anale, évitant ainsi le recours à un sac de stomie. La colite ulcéreuse est guérie suite à une proctocolectomie totale. Pour ce qui est de la surveillance, on peut suivre l'évolution de la maladie via des coloscopies annuelles ou biannuelles généralement, des prises de sang routinières avec surveillance de la protéine C réactive, ou même via la calprotectine fécale qui nous indique le degré d'inflammation intestinale. Il va sans dire que la colite ulcéreuse est un facteur de risque pour le cancer colorectal. Le risque peut être augmenté jusqu'à 10 fois chez des patients avec colite ulcéreuse de longue date. Après environ 10 ans d'évolution de la maladie, même chez les jeunes patients, ils font une surveillance régulière, en général annuelle, via des coloscopies et des biopsies. Un fait intéressant est que la prévalence de lymphome est plus élevée chez les patients avec maladies inflammatoires de l'intestin, mais on ne sait pas avec certitude si c'est à cause des immunosuppresseurs consommés, des anti-TNF, une combinaison des deux, ou même en raison de l'état inflammatoire chronique. Un nouveau médicament, le vedolizumab, en phase 3 de recherche, va prochainement faire son entrée sur le marché. Il cible une intégrine d'adhésion au niveau du tractus digestif, créant une immunosuppression locale. Les recherches semblent en faveur d'une efficacité supérieure aux autres traitements disponibles. Pour conclure, la colite ulcéreuse est une maladie sérieuse. Une prise en charge clinique rigoureuse peut significativement diminuer les complications possibles et améliorer la qualité de vie du patient. Ce dernier doit être encouragé à être très compliant au traitement et doit être aussi impliqué activement dans la prise en charge de sa maladie via l'adoption d'un mode de vie sain afin de prévenir les rechutes et de préserver une bonne qualité de vie. Je vous invite à consulter le podcast portant sur la maladie de Crohn afin de créer une idée plus globale des maladies inflammatoires de l'intestin et de distinguer les principales différences entre ces deux maladies. Merci pour l'écoute.